Et donc, pour ceux qui ont commencé, ça, normalement, vous allez être contacté très vite. Du coup, voilà, comme vous le savez, toutes les semaines, désormais, on fait un webinaire afin de vous aider dans votre activité de mentorat avec les jeunes que vous accompagnez. La semaine dernière, on avait parlé donc de l'impact du confinement sur les publics les plus fragiles et notamment parmi les publics de l'éducation prioritaire. Et aujourd'hui, on vous propose de parler d'orientation. Déjà, qu'est-ce que c'est l'orientation? Et puis, comment, avec les jeunes que vous accompagnez, comme vous devez vous en rendre compte, hein, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est désormais un vrai sujet, l'orientation, c'est vraiment important préparer son avenir quand on est jeune, de s'intéresser à cette question de l'orientation, de bien préparer son orientation. C'est aussi, c'est un peu une évidence, mais c'est aussi un vrai sujet d'égalité des chances parce que tout le monde n'est pas égal en matière d'orientation, on n'a pas le même accès à l'information, on n'a pas la même façon d'appréhender ces choses-là pour tout un tas de raisons. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. D'abord, peut-être pour mieux cerner le sujet, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à saisir de façon concrète. Et puis, d'autre part, pour vous donner un peu des exemples d'activités, des outils qui vous permettraient finalement d'accompagner dans ce domaine-là aussi les jeunes avec qui vous êtes en relation. Donc pour ce webinaire, on a invité une chercheuse et ancienne psychologue de l'éducation nationale qui avant s'appelait les conseillères d'orientation. Et je vais la laisser se présenter, hein. Peut-être juste avant de lui donner la parole, juste pour vous dire un mot sur comment on a pensé le webinaire. On les a pensés donc de façon plutôt interactive. Donc ça va plutôt être une discussion où moi je vais poser des questions à notre invité Swad. Et puis vous, dans le chat, vous n'hésitez pas à rebondir, à poser vous-même des questions si vous en avez. Moi je jetterai un œil sur le chat régulièrement. Et je n'hésiterai pas à reprendre vos propos, soit dans le fil de la discussion, soit à la fin, lorsqu'on laissera un espace aux questions. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le sujet et déjà, peut-être, Swad Anegmar, voilà, peut-être en deux, trois mots, vous présenter et puis nous dire un peu, voilà. Oui, alors bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, en tout cas, moi, Oui, très bien. Ok. Il y a plusieurs personnes qui répondent oui, donc ça doit aller. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Swad Anegmar. Je suis psychologue et docteur en psychologie sociale et actuellement chercheuse associée au laboratoire de psychologie de l'orientation de l'INETOP. Et jusqu'à l'an dernier, j'ai travaillé en tant que psychologue éducation nationale pour accompagner les étudiants, les lycéens et les collégiens dans leur parcours d'orientation. Et du coup, vous avez fait une thèse, je crois, sur... est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le lycée professionnel, non, c'est ça? Alors, en partie, j'ai travaillé sur les thèmes de la discrimination, de la stigmatisation en milieu scolaire. Et je me suis intéressée à un phénomène qui est bien connu en psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. En fait, concrètement, lorsqu'un élève est cible d'un stéréotype négatif ou d'une réputation négative, on va observer chez lui une baisse de l'estime de soi et parfois une chute de performance. Donc, c'est vraiment toute la littérature qui concerne les stéréotypes, par exemple, de moindres compétences en mathématiques pour les jeunes filles ou ce type de stéréotypes et aussi auprès des lycéens professionnels sur les habiletés scolaires. D'accord. Voilà en quelques mots, un résumé. D'accord. C'est ouais, c'est très intéressant, c'est vraiment dans le sujet. Et du coup,
Peut-être pour aller vraiment dans le sujet, comment vous définiriez justement cette question de l'orientation et peut-être aussi pour qu'on comprenne bien l'intérêt, en quoi finalement aujourd'hui l'orientation, c'est particulièrement important pour les jeunes, du coup. Alors, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle, selon moi, c'est avant tout un processus psychologique que va devoir commencer un jeune ou moins jeune dans le cadre de son parcours de vie. Et c'est bien pour ça qu'on va remarquer qu'il y a des différences entre les élèves en fonction de leur développement. On va remarquer que des élèves vont avoir un avancement plus rapide sur la question de l'orientation scolaire, tandis que d'autres seront du coup beaucoup plus lents. Euh, pour illustrer ça, je peux faire le parallèle avec l'expérience que j'avais l'an dernier en accompagnant, en travaillant aussi bien sur la même semaine au sein d'un collège et au sein d'un lycée. Et je pouvais du coup avoir en entretien un jeune collégien qui était bien plus avancé dans son projet d'orientation, qui avait déjà une idée de métier, qui connaissait le parcours de formation qu'il fallait suivre et la voie qu'il fallait emprunter. Tandis que de l'autre côté, je pouvais avoir des lycéens inscrits en terminale qui, à la veille de la clôture des vœux Parcoursup, pouvaient se trouver encore en réflexion et qui savaient absolument pas ce qu'ils voulaient faire pour l'année suivante. Donc, c'est un processus psychologique qui prend un temps, comme tout processus, et par contre, plus on y est accompagné tôt, et plus c'est effectivement facile de construire un projet d'orientation de manière éclairée. Euh, alors, en quoi c'est important dans ce moment, dans cette époque euh, moderne, c'est d'autant plus important que les métiers sont en constante évolution et qu'on voit apparaître de jour en jour de nouveaux métiers. Donc, plus on accompagne tôt les jeunes à la recherche d'informations, donc leur donner ce goût à chercher l'information par eux-mêmes, et plus c'est facile de construire un projet de manière scientifique et peut-être plus cadré, et puis de pouvoir avoir ce temps, ce luxe du temps, de pouvoir prendre un peu de recul sur leur projet et réfléchir, et ne pas se trouver dans la situation du lycéen de terminale qui est poussé par la date limite de Parcoursup. Du coup, c'est aussi, je rebondis un peu, je pense qu'on en reparlera après, mais c'est aussi une question de méthode. Quand on parle d'orientation, euh, la recherche de l'orientation, c'est aussi une question de méthode, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il faut effectivement très tôt avoir cette possibilité d'apprendre à chercher, à être curieux en fait sur les domaines professionnels, sur les métiers, donner ce goût en fait aux jeunes finalement dès le plus jeune âge. Il y a pas de, on va dire de date précise, mais dès le plus jeune âge, de l'amener à s'interroger. Ou à demander autour de lui, voilà, l'oncle fait tel métier, quel type de mission il fait au jour le jour, avoir cette curiosité en fait par rapport à tout ce qui est domaine professionnel. Et c'est cette capacité à développer, donc cette capacité qui est déterminante en fait, cette capacité à aller chercher de l'information, mais aussi à la traiter en échangeant autour de soi et en prenant aussi de la distance. Et ça, les élèves n'ont pas le même degré de compétences dans cette façon de décrypter. Ceux qui sont les plus accompagnés vont être plus facilement en mesure de prendre un peu de distance sur de l'information recueillie sur Internet, alors que l'élève qui va être un peu livré à lui-même va peut-être se fier uniquement à ce témoignage ou à une information qu'il aura trouvée sur Internet sans vraiment vérifier la fiabilité de cette information.
D'accord. Et du coup, par rapport au... Est-ce que pour les collégiens, pour les lycéens, enfin pour les élèves, c'est quoi les enjeux finalement de cette orientation par rapport à cette recherche d'information? Comment finalement, voilà, quels sont les enjeux de l'orientation pour les élèves? Parce que finalement, les élèves là qui sont accompagnés, c'est aussi ça, finalement, ils vont rechercher de l'information. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, à y perdre, et peut-être aussi des différences en termes de niveau, j'imagine. Euh, Oui, tout à fait. Des différences en termes de niveau, il est clair que les enjeux de l'orientation ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de là où il se trouve en fait dans sa scolarité. En primaire, il n'y a pas de réel enjeu d'orientation. Les enjeux vont vraiment se trouver au moment du collège et au moment du lycée. Alors, pour les collégiens, ça va se passer, on peut accompagner un jeune dès la classe de sixième, mais on va remarquer que les équipes éducatives des collèges vont vraiment accompagner sur cette question de l'orientation à partir de la quatrième. Ce sont donc les classes de quatrième et troisième sur lesquelles les jeunes vont être invités à réfléchir et à travailler sur la question de l'orientation. Et comment ça se déploie? Eh bien, concrètement, on va remarquer que enfin, finalement, l'élève, il est invité à découvrir. Donc, c'est vraiment une phase de découverte. Découverte de l'environnement professionnel, découverte des métiers. On voit bien avec le stage de troisième, donc ils ont un stage au niveau de l'année de troisième qui est banalisé, un stage d'une semaine qui est un stage d'observation qui permet aux jeunes d'aller suivre donc un salarié au quotidien pour découvrir en fait ce métier. Donc on est plus dans une phase de découverte au moment du collège. Bien qu'il y ait quand même un enjeu important, c'est au moment de la classe de troisième. Il s'agit de ce qu'on appelle un palier d'orientation parce qu'il va y avoir un choix à faire. L'élève et sa famille vont devoir choisir entre la voie professionnelle ou la voie générale et technologique. Et il est en réalité important que cette réflexion sur ces deux voies commence déjà en quatrième. Parce que on peut se trouver, et ça arrive, avec des jeunes qui n'ont pas été accompagnés et du coup qui ont été vivement poussés à choisir la voie professionnelle alors qu'ils ne l'avaient même pas envisagée. Donc, il est vraiment important de commencer cette réflexion sur les voies au moins l'année d'avant la troisième, donc en quatrième. et c'est vrai que c'est peut-être pour insister là-dessus, c'est peut-être la première fois où ils ont vraiment, depuis le collège unique, en tout cas, c'est la première fois où ils ont un choix là aussi déterminant à faire. Et du coup, c'est vrai, ça peut arriver si on accompagne un élève, par exemple, qui en troisième est orienté un peu vers le lycée professionnel et par défaut, comment on peut l'accompagner parce que là, du coup, on est en juin, enfin fin mai, début juin, donc les orientations quand même sont plus ou moins en train de se faire. Les conseils de classe vont un peu déterminer ça. Et donc, du coup, comment on peut réagir par rapport à ça si, effectivement, ça peut être une déception. Voilà, Alors, eh bien précisément, quand on a un jeune qui... Alors, je ne sais pas, j'ai une coupure. Ok. Donc, quand on a un jeune qui se trouve justement dans cette situation où les résultats scolaires ne permettent pas du coup à l'équipe éducative d'estimer qu'il y aura de bonnes conditions de réussite au moment de enfin, s'il s'oriente vers la voie générale et technologique, on va effectivement bien le pousser ou en tout cas le guider vers la voie professionnelle. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, je pense que si on doit accompagner ce type de situation, c'est avant tout un soutien
un soutien émotionnel, parce que le jeune, s'il n'a pas envisagé cette voie, il va être extrêmement déçu. Il risque voilà, d'avoir vraiment beaucoup de frustration. On peut imaginer le jeune qui, avec ses amis du collège, se voyait déjà dans le lycée de secteur, le lycée général et technologique de secteur, et se voyait déjà en groupe et se projeter par rapport à ses années lycée. Là, pour le coup, c'est quand on lui demande d'aller en voie professionnelle alors qu'il n'a pas encore bien réfléchi par rapport à son projet professionnel. La première émotion, ça va être la frustration, des émotions négatives, la colère. Eh bien, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment du soutien émotionnel qu'il va aller rechercher autour de lui. Donc, il faut pouvoir écouter, entendre ces émotions. Et puis, dans un second temps, il faut aussi pouvoir rassurer par le discours en l'aidant à explorer les points positifs de cette orientation, donc d'aller un petit peu se rendre acteur de cette orientation qui est malheureusement parfois subie. Et pour le rendre acteur, ça va être de l'aider à chercher des informations sur les futurs métiers, les futures missions du métier, pardon, sur les salaires. On peut parfois aussi trouver des points très positifs au niveau des salaires, au niveau des débouchés, qui sont parfois plus intéressants, et aussi au niveau des possibilités d'évolution de carrière. Donc, essayer de mettre en lumière finalement tous ces points positifs pour que le jeune, dans un second temps, arrive à comprendre que cette voie peut aussi l'amener à une carrière intéressante. Et on peut aussi leur signaler, mais sans créer trop d'espoir, qu'il existe des passerelles entre les voies. Il existe des passerelles entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Même s'il est très rare qu'on l'observe dans l'autre sens, c'est-à-dire de la voie professionnelle vers la voie générale et technologique. Ça peut arriver. Tout ça, à chaque fois, ce sont des décisions qui sont prises par les établissements et qui sont vraiment liées à la motivation de l'élève, à ses résultats scolaires, à un certain nombre de critères de ce type. Donc, on peut en parler de ces passerelles-là, même si dans les faits, c'est relativement rare que l'on arrive à avoir un jeune qui se retrouve qui passe de la voie professionnelle vers la voie générale et technologique. En tout cas, un bon moyen, parce qu'il y a Joël qui dit la voie professionnelle a une mauvaise image. Un bon moyen, c'est en recherchant de l'information, se rendre compte finalement essayer justement de déconstruire le stéréotype lié à cette mauvaise image de la voie professionnelle pour voir les débouchés potentiels, etc. Notamment, ça, c'est un bon moyen de rendre positif, si je comprends bien, euh, une orientation qui au départ est subie, du coup. C'est ça, tout à fait. Donc vraiment les accompagner dans ces recherches, retrouver les points positifs, les mettre en lumière auprès du jeune, ce sont vraiment des éléments qui vont être déterminants pour passer cette déception, pour passer cette frustration et aller sur de nouvelles bases et essayer de construire voilà, un projet un petit peu plus sereinement. Et du coup, parce que alors, donc, ça, vraiment le vrai enjeu, si on comprend bien, au collège, quatrième, troisième, c'est le passage général techno d'un côté, professionnel de l'autre. Lycée, au lycée, est-ce que les enjeux sont un peu différents? C'est-à-dire que là, finalement, bon, bah, on est en général techno ou on est en lycée professionnel. C'est quoi les différents enjeux qui sont peut-être d'ailleurs plus complexes aussi, plus multiples? Les éléments du choix, la projection, les élèves sont plus grands aussi peut-être. Enfin, voilà, c'est quoi les différents éléments Oui. Alors, du coup, comme on le disait, les enjeux vont être vraiment différents en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, au collège, l'enjeu il se trouvait plutôt au moment de la troisième. Et puis, au lycée, il va y avoir des enjeux à différents niveaux, puisque lorsqu'on va donc s'intéresser plus à la voie générale et technologique, donc au lycée, générale et technologique, on va avoir à nouveau un choix à faire à la fin de la seconde. Donc la seconde est un palier d'orientation, c'est-à-dire que l'élève inscrit en seconde générale et technologique
va choisir s'il continue pour son année de première et terminale dans la voie générale ou s'il continue dans la voie technologique. Donc là, on a à nouveau un enjeu au niveau des voies qui dessine un petit peu, pareil, les secteurs d'activité, les parcours de formation post-bac. Et Je crois que il y a eu c'est un peu coupé là. Et donc, on va remarquer que là, effectivement, c'est au lycée que les plus grosses. Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. D'accord. Donc, avez-vous entendu la partie sur la classe de seconde? Oui, oui, je crois que vous pouvez continuer. Ouais. C'est le choix en seconde, c'est d'une part le choix des spécialités et d'autre part le passage en général et techno. Vous insistiez beaucoup là-dessus. C'est ça, entre la voie générale d'un côté et la voie technologique de l'autre. Mhm. Sachant qu'en ce moment, justement, on a des changements au niveau de ces voies. Et du coup, c'est quoi les changements? Peut-être rapidement, comme ça, après, on peut aussi parler des moyens d'accompagner les jeunes, voilà, les différents changements dans la réforme. Alors, ok. Alors, au niveau des changements, bien, vous savez tous et toutes, probablement, on a la réforme du bac qui donc a redessiné les années lycée. Ce qui se passe concrètement au niveau de l'année de seconde, il n'y a pas de gros changements en fait. L'année de seconde, ça va rester une année commune, seconde générale et technologique. Enfin, ça reste une année commune puisque c'est déjà en cours. Il y a simplement une nouveauté, c'est un test de positionnement qui se fait en début d'année pour évaluer les acquis et les besoins en mathématiques et en français de chaque élève. Donc au niveau des enseignements, donc l'année seconde, ça reste une année de consolidation et une année commune. Par contre, au moment donc de la première et de la terminale, là on a des changements. On a pour les bacs technologiques, on n'a pas de réforme, donc les bacs technologiques restent inchangés. La voie technologique reste inchangée pour le moment. Et celle qui est par contre en cours, c'est la réforme du baccalauréat général. Et donc, on va remarquer que les années de première et terminale sont différentes. C'est-à-dire ce que l'on a connu, les séries S, ES et L n'existent plus. Donc, séries scientifiques, économiques, sociales et littéraires n'existent plus. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la première, les élèves vont devoir choisir, à la place de choisir ces fameuses séries, ils vont devoir choisir des spécialités. On va leur demander donc de choisir 3 spécialités en classe de première et ils vont en garder 2 en classe de terminale sur lesquelles ils seront évalués pour le baccalauréat. Donc, au niveau des spécialités, ça reprend un peu les thématiques déjà connues, hein. On va avoir des spécialités qui concernent, par exemple, donc une qui concerne l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. On va avoir spécialité mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, langue, littérature et culture étrangère et régionale, voilà, sciences de l'ingénieur, etc. Donc, on va avoir des spécialités qui seront des choix à faire en classe de première sur 3 spécialités et n'en garder que 2 pour la terminale. Et du coup, donc c'est quand même un vrai changement au niveau de l'aspect au niveau du lycée. Euh, et
le problème peut-être dans ce choix-là, c'est qu'on ne sait pas encore finalement quel va être le comportement des établissements supérieurs. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est en tout cas bien avoir conscience que c'est plus plus le même bac et plus la même façon de s'orienter. Parce que du coup, aujourd'hui, il y a Parcoursup. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, pareil, rapidement comment fonctionne Parcoursup pour qu'on ait quand même ce cadre-là, d'une part des spécialités et de la réforme du bac, et d'autre part de Parcoursup, parce que je pense que quand on accompagne un élève de lycée, c'est quand même important. Et après, on passera à différentes méthodes pour accompagner les élèves. Ok. Oui, oui, oui. Alors, au niveau de la visibilité, c'est vrai que c'est en 2021, donc l'an prochain, l'année scolaire prochaine, que les élèves vont expérimenter le nouveau bac. Donc, les élèves qui sont déjà actuellement en première et qui ont fait ces choix de spécialité vont se retrouver à passer le bac nouveau format en juin 2021. Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la projection dans l'enseignement supérieur, même si il paraît un peu logique que certaines spécialités vont ouvrir plus facilement des portes dans l'enseignement supérieur que d'autres. Donc, pour ce faire, j'invite, il y a un outil très, très pratique, une application qui a été mise en place par l'ONICEP. Donc, c'est horizon2021.fr. Peut-être le Et mettre dans le chat, je vais le mettre dans le chat. Ouais. je veux bien. Donc, horizon2021.fr. Ça permet donc à vos jeunes qui sont inscrits en classe de seconde et qui vont faire ces choix de spécialité pour la première, d'avoir aussi en tête les parcours de formation qui sont rattachés à chaque spécialité pour la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment une application qui est assez ludique et assez facile d'utilisation. Donc, vous pouvez l'utiliser avec les jeunes pour leur proposer différents scénarios possibles et tenter, en fait, en prenant mathématiques avec physique, chimie et une troisième option, vers quelle formation on peut s'orienter en post-bac. On a vraiment un effet miroir qui nous permet de bien réfléchir au choix de ces options, enfin de ces spécialités pour la classe de première et que l'on va garder du coup pour la classe de terminale. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment pratique. Après, sur la question concernant Parcoursup, est-ce que je poursuis? Oui, oui, oui. À ce moment-là, on fait un petit cadrage de Parcoursup, puis après, je repasserai un peu je dirai un peu ce qu'il y a dans le chat, parce qu'il y a des choses intéressantes et peut-être une ou deux questions à voir. D'accord. Ouais, je vous laisse regarder sur. Ok, donc je fais le petit point sur Parcoursup. Donc Parcoursup, on en a tous et toutes entendu parler. Donc là, on est sur la troisième année de fonctionnement, il me semble. Donc c'est une plateforme en ligne hein, qui remplace ce que l'on connaissait avant, qui était admission post-bac. Donc cette plateforme, elle permet à chaque élève de terminale de placer ses vœux pour l'enseignement supérieur. Donc il peut en placer jusqu'à 10 au total. Et de l'autre côté, les établissements d'enseignement supérieur vont traiter les dossiers des élèves et ils vont, pour les analyser, porter une attention particulière aux résultats scolaires, d'une part, au projet de formation motivée qui correspond à une sorte de mini-lettre de motivation parce qu'on leur demande de synthétiser dans un paragraphe leur motivation à intégrer la formation choisie. Et ils regardent également ce qu'on appelle la fiche avenir. Alors la fiche avenir, c'est un document qui est rempli par l'établissement d'origine, donc le lycée. Et pour chaque vœu, cette fiche à venir contient donc les résultats scolaires de l'élève, les appréciations des professeurs,
des appréciations qui sont rajoutées par le professeur principal, donc qui va donner un avis par rapport au vœu qui a été formulé par le jeune, et aussi l'avis du chef d'établissement sur ce vœu. Donc cette fiche à venir, en plus des résultats scolaires de l'année de première et de l'année de terminale, et le projet de formation motivée, c'est la base d'analyse pour les établissements d'enseignement supérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où ils ont analysé les dossiers, eh bien, il va y avoir la phase d'admission qui commence. Et là, ce sont les élèves qui reçoivent les propositions d'admission. Cette année, elle vient de commencer il y a quelques jours, c'était le 19 mai. Et donc, les élèves, eux, vont recevoir au fur et à mesure, donc du 19 mai au 17 juillet, des propositions d'admission. Donc, eux, lorsqu'ils se connectent, ils ont, pour chaque vœu formulé, soit une réponse positive, une admission, soit une réponse négative, donc un refus. Et parfois, ils ont aussi la possibilité d'être sur liste d'attente. Et donc, on les invite à répondre à chaque vœu, à maintenir les vœux sur lesquels ils veulent rester en attente et à répondre positivement si la proposition d'admission leur correspond. D'accord, bah merci pour cette précision. Et du coup, je reviens un peu quand même sur ce que dit le chat. Il y a plusieurs personnes qui disent effectivement, c'est un vrai problème quand même que la voie professionnelle soit pas aussi valorisée, alors qu'il y a des vrais enjeux à ce niveau-là. Il y a deux petites questions peut-être en rapport avec le lycée. La première, selon une étude ancienne, 90% des élèves de terminale ne connaissaient pas leur métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu observer des chiffres similaires? Et puis, il y avait une deuxième question peut-être intéressante de fond. Est-ce que finalement, la réforme du bac actuel, elle révèle les inégalités sociales? Enfin, on a quelque chose là-dessus, le fait qu'il y ait plus de choix, plus d'inégalités. Enfin, voilà. Donc, d'un côté, est-ce que les élèves au lycée savent ce qu'ils veulent faire plus tard en termes de métier? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs de le savoir? Et d'autre part, bah, est-ce que voilà, cette réforme, est-ce que c'est révélateur d'inégalité? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Enfin, Bien concernant la première remarque, j'ai pas comme ça en tête une étude récente qui pourrait donner un pourcentage précis, mais de par l'expérience terrain, j'observe que quand même on est sur une majorité d'élèves de terminale ou des lycéens qui ne savent pas encore quel métier ils veulent faire en termes de métier. Par contre, ils ont souvent une idée sur le secteur d'activité et ça, c'est autre chose. Donc, du coup, c'est déjà un premier point lorsqu'on sait qu'un élève s'intéresse, je ne sais pas moi, à tout ce qui est voilà, il aime le commerce, il aime bien négocier les choses, les relations interpersonnelles, ça lui plaît. Ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour remarquer qu'il y a des secteurs d'activité qui sont adaptés à ces caractéristiques-là. Donc, de manière générale, j'ai quand même l'impression qu'au lycée, la majorité des élèves ne sont pas encore fixés par rapport au métier précis qu'ils souhaitent faire. Quand ils sont en voie générale et technologique, bien sûr, parce que la voie professionnelle, c'est autre chose, puisque ça dessine déjà bien les métiers qu'on peut envisager derrière l'obtention du bac. par contre, le secteur d'activité, du coup, quand même, il y a quand même une idée de ce qu'on veut faire plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, c'est plutôt de façon, ça manque de précision, si je comprends bien. C'est ça, tout à fait. Enfin, c'est pas lié à un métier bien précis, mais plus à un secteur d'activité.
Et ça, on peut facilement les accompagner à partir du moment où on sait un petit peu ce qu'ils aiment, comment ils se développent dans leurs activités extrascolaires, dans les activités scolaires. Ça nous donne vraiment une bonne base pour les accompagner sur des secteurs d'activité qui sont adaptés. Et puis, sur la question des inégalités et de la réforme, bien, je pense que, enfin, en tout cas, à mon niveau, il est effectivement trop tôt pour le percevoir, ce changement. Est-ce que ça créera des inégalités? Alors, je pense que ça va toujours être ce qui existe déjà, en fait, c'est l'accès à l'information, c'est-à-dire de, ces fameux choix de spécialité vont avoir un impact sur la poursuite d'études. Et les élèves qui n'auront pas eu les informations ou qui sont dans le flou parce que c'est compliqué, les enseignants sont peut-être pas disponibles ou autour d'eux, ils n'ont pas la possibilité d'échanger sur ces spécialités-là. Effectivement, on risque d'avoir des inégalités qui vont se, qui vont grandir. Et donc, c'est toujours cette question de l'accès à l'information. Donc, par contre, est-ce que ça aura un impact fort? Est-ce qu'on aura de très grandes inégalités ou des inégalités qui ressemblent déjà un peu à ce qu'on connaît? Ça, je ne sais pas encore. On ne peut pas encore le mesurer. D'accord. Et bah, du coup, oui, et effectivement, cet accès à l'information, accompagner l'élève à chercher les informations, je crois que c'est vraiment, et puis à les traiter, à bien les comprendre, je crois que c'est vraiment effectivement peut-être un gros enjeu. Et en conclusion, et même dans les livrets d'accompagnement qu'on a déjà réalisés, il y a déjà quand même tout un tas de liens. Moi, je vous en donnerai aussi en conclusion quelques liens pour permettre d'aller voir peut-être avec les élèves différentes choses. Il y a aussi une question là, est-ce qu'on peut évoquer le WICI? Je pense que c'est pour Parcoursup. Euh, Mm. Juste voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, je disais qu'il y avait des réponses, soit l'élève était accepté, soit il était refusé, soit il était en attente, sur liste d'attente. Effectivement, lorsqu'il est accepté, il y a deux types de réponses. Il y a le oui et il y a le oui si. Le oui est inconditionnel, donc l'élève va concrètement, il a demandé, je sais pas moi, la licence avec de psychologie pour rester dans mon thème. Il a reçu un oui. Si ça lui convient, il répond et il obtient la place. Par contre, il peut aussi recevoir le oui si. Alors, le oui si, c'est une admission sous réserve que le jeune se fasse accompagner. Donc, ce qui se passe, c'est que les établissements d'enseignement supérieur vont proposer des accompagnements pour renforcer certaines faiblesses qui sont observées dans le dossier. Donc, on va leur demander soit d'avoir des cours supplémentaires, soit il y aura du soutien, parfois c'est du tutorat. Ça dépend vraiment des établissements. Chacun va proposer un parcours qui lui est propre. Et donc, on peut normalement, pour le jeune, cliquer sur oui, si, et il a une explication en fait concrète de ce que ça peut révéler. Il est même parfois possible d'avoir dans le oui, si une licence qui se fait en 4 ans. C'est-à-dire que le jeune, on va lui demander finalement d'ajouter une année parce qu'on estime que il aura besoin de presque une année de renforcement dans les disciplines sur lesquelles il n'est pas suffisamment performant. Et du coup, on lui propose d'aller sur une licence qui s'étend sur 4 années au lieu de 3. Donc, il y a différentes possibilités, différentes modalités en fonction des établissements d'enseignement supérieur. D'accord. Du coup, je rebondis encore. Il y a quelqu'un qui disait par rapport à la question du métier, peut-être heureusement que les lycéens ou les lycéennes n'ont pas idée du métier à 100%, car les métiers évoluent tellement et il faut leur dire de rester curieux au changement. Et je crois que ça, c'est important quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure, de bien rester sur l'idée quand même qu'aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, les
il y a, voilà, là, certains disent la moitié, d'autres le tiers, mais il y a beaucoup de métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus demain et des métiers qu'on ne connaît pas et qui existeront demain. Et du coup, toujours cette question de l'information, je crois, apprendre à chercher de l'information et rester curieux, effectivement, c'est vraiment important. Et du coup, peut-être, ça nous permet de rentrer aussi dans... Ben, je sais que vous aviez une méthode, vous, en plusieurs étapes pour accompagner les jeunes dans leur orientation, comment leur dire, Oui. des déterminants de l'orientation. Est-ce que vous pouvez nous développer cette méthode-là? Parce que je pense que ça peut être intéressant aussi, quand on accompagne les jeunes, de voir un peu ces différents éléments et puis voir comment aussi, très concrètement, que faire avec eux. Oui. Oui, très bien. Du coup, je vais un petit peu développer cette partie sur l'accompagnement. Juste avant, sur Parcoursup, j'avais un lien que vous pouvez communiquer sur le chat, donc sur ce qu'il faut savoir sur la phase d'admission, justement, sur les différentes réponses. C'est une vidéo explicative qui est vraiment pratique. Si jamais vous avez un jeune qui se... Je mets le lien, la vidéo YouTube, Voilà. savoir sur la phase d'admission. Voilà. Et du coup, je poursuis en expliquant un petit peu comment on peut faire pour accompagner un jeune, justement en individuel, parce que là, concrètement, vous avez des jeunes face à vous. Alors, comment aider les élèves à travailler sur l'orientation? Alors, moi, je travaille essentiellement à partir des déterminants de l'orientation. Donc, à partir de ce que l'on sait dans la recherche liée à la psychologie de l'orientation, on va remarquer que lorsqu'on cherche une orientation dans laquelle on suffisamment épanouissante d'un point de vue professionnel, on va avoir des éléments qui sont déterminants. Trois éléments: la personnalité. Donc, on va remarquer que forcément, si le futur métier ou les missions du futur métier correspondent à des traits de personnalité importants, on va être plus épanoui dans ce métier-là. Les compétences. Donc, concrètement, quelqu'un qui est très mauvais en mathématiques, eh bien, ça va être plus compliqué pour lui de poursuivre un parcours où on leur demande justement de grandes capacités en mathématiques. Donc, il y a les compétences et puis il y a les intérêts. Mais les intérêts plus dans le sens des goûts, les goûts d'ordre général, pas des choses bien précises. En fait, on va pas demander aux jeunes, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que sinon, concrètement, il sait pas encore. Donc, pour l'accompagner, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je vais raisonner autour de ces trois dimensions: la personnalité, les compétences et les intérêts. Alors, concrètement, comment je fais? La première étape, je les invite, je trouve que c'est important, donc du coup, pour cette partie personnalité, d'inviter, quel que soit l'âge d'ailleurs du jeune, de l'inviter à apprendre à se connaître. Alors, apprendre à se connaître, concrètement, j'utilise un petit exercice très simple je leur demande simplement d'avoir une feuille, un stylo et un chrono. Je leur demande d'activer le chrono pour une durée d'1 minute et d'écrire tous les éléments qui leur passent par la tête. Donc, on leur demande vraiment de ne pas se censurer et de répondre 10 fois à la même question. La question, c'est simplement: qui suis-je? Qui suis-je en termes de qualités et défauts? Donc, on leur demande de vraiment mettre toutes leurs qualités, tous leurs défauts. Et on leur demande d'aller hyper vite. Grâce au chronomètre, ça va donner justement ce rythme. Et les éléments qu'on va recueillir, ce sont des éléments du coup qui sont authentiques, spontanés et qui sont pas, voilà, sur lesquels le jeune n'a pas eu le temps de réfléchir. Et du coup, cette base, avec lui, on va trier les éléments, les traits de personnalité, donc les qualités, les défauts, généreux, paresseux, etc. Et on va les trier en 2 colonnes avec les traits positifs d'un côté et les traits négatifs de l'autre.
on va pouvoir justement mieux connaître le jeune qu'on a face à nous parce qu'on va remarquer s'il a beaucoup d'adjectifs positifs, on va remarquer qu'il est en capacité de bien mettre en avant en fait voilà, se valoriser, qu'il a peut-être développé déjà ses capacités de reconnaissance de ses qualités, de valorisation de soi. Et à l'inverse, si on observe plein d'éléments négatifs, bah, là, ça va nous donner des informations sur peut-être une perception de soi qui est un peu détériorée et qui ne correspond pas à la réalité. Et du coup, ça peut nous amener aussi à réfléchir avec le jeune sur quels sont les points positifs qu'il a ou que vous avez repérés par rapport à votre accompagnement, que vous pouvez bien mettre en avant. Donc ça, c'est le premier exercice qui est très simple et qui permet justement d'en savoir un petit peu plus sur le jeune qu'on a face à nous. Ensuite, ce que je leur demande, c'est toujours dans cette partie pour explorer leur personnalité, c'est d'aller découvrir ce que les gens pensent de lui ou d'elle. Et cette fois-ci, on lui demande de sélectionner 3-4 personnes dans l'entourage, mais dans des entourages, on va dire, différents, si on peut. Voilà, quelqu'un de la famille, d'une part, dans l'environnement amical, sportif, etc. Donc vraiment pour avoir un petit peu toutes les sphères dans lesquelles évolue le jeune. Et on va lui demander de poser la question en fait à ces gens-là, de leur demander simplement de le décrire en termes de qualité et défauts. Et là, avec les éléments qui seront recueillis, donc de la perception qu'ont les autres de cette personne et de la perception que l'élève a de lui-même, on va pouvoir croiser avec lui ces éléments et remarquer si on a des mots qui sont redondants, des qualités ou des défauts qui sont bien mis en avant. Et du coup, ça nous permet aussi de bien connaître quels sont les points, les traits de personnalité qui sont importants ou qui semblent déterminants pour cette personne. Ça va vraiment nous permettre en fait de connaître la personne assez rapidement et de l'accompagner si on observe du coup un problème d'estime de soi, on va être plus là pour le renforcer positivement. Et donc surtout, ça va aussi nous être, je trouve, le point de départ pour apprendre à connaître le jeune et pour être le plus en mesure de lui proposer des conseils liés à la poursuite d'études, par exemple. Alors, à cela, donc ça, c'est l'étape 1, où l'idée, c'est d'aller découvrir la personnalité, donc la première dimension déterminante de l'orientation. L'étape 2, ça concerne les compétences. Alors, c'est des compétences à un temps pareil, hein, même pour les traits de personnalité. Ce sont des éléments qu'on recueille à un temps T et qui sont tout à fait évolutifs. Hein. Donc, du coup, là, c'est pareil, au niveau des compétences, on va leur demander, donc c'est l'étape 2, apprendre à repérer ses compétences. Alors, comment je fais? C'est pareil, c'est très simple. Je leur demande une feuille et d'écrire dans 2 colonnes, de trier les matières scolaires qu'ils aiment d'un côté et celles qu'ils n'aiment pas. Donc là, on est plus sur les goûts par rapport aux disciplines. Et puis, je leur demande ensuite de refaire le même tableau avec 2 colonnes, mais cette fois-ci en triant les matières où ils sont performants d'un côté, donc où ils ont des bonnes notes, et celles où ils n'ont malheureusement pas de très bonnes notes. On va ne pas hésiter aussi à leur demander leur moyenne, parce qu'il arrive que pour des élèves, dire qu'on est moyen ou qu'on est bon, ça n'a pas le même, ça n'a pas la même résonance d'un élève à un autre. Il m'est arrivé d'avoir des élèves qui me disaient qu'ils étaient très bons et au cours de l'entretien, j'apprenais qu'ils avaient 10 de moyenne, par exemple. Donc, c'est important de leur demander, justement pour nous, en savoir plus sur les compétences qu'ils aiment en termes de matière scolaire et sur lesquels ils sont forts ou moins forts. Eh bien, on a besoin vraiment d'avoir ces éléments quantitatifs. Ensuite, vous pouvez confronter les 2 tableaux avec le jeune et aider à repérer ses points forts et ses points faibles.
Et aussi remarquer que parfois certaines matières sont appréciées, mais elles sont pas bien réussies. Et donc, on peut vraiment aussi, pareil, là, donner des informations sur la poursuite d'études dans tel domaine. On sait que cette matière, elle est déterminante. Alors, on a intérêt à y travailler et à travailler dès maintenant, par exemple, pour pouvoir aussi booster un peu la motivation du jeune. Donc, avec ces éléments recueillis, on est déjà en mesure de mieux adapter les conseils liés à l'orientation. Et donc, en troisième étape, donc c'est la troisième dimension de l'orientation qui est déterminante, ce sont les goûts, les intérêts. Donc là, la troisième étape, on invite le jeune à découvrir ses intérêts. Alors, comment faire? J'ai envie de dire très simplement, au départ, vous pouvez recueillir spontanément le discours du jeune. Donc, les goûts de l'élève. Il va pouvoir parfois savoir dire bah, j'aime bien faire ça, 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 j'aime parler avec les gens, je suis, je sais pas, ou au contraire, je suis timide, je préfère travailler tout seul, etc. Donc, des éléments un peu dans le discours, ça nous donne déjà des informations sur leur goût, ou bien j'aime bouger, ou j'aime dessiner, etc. Donc, un certain nombre de goûts comme ça, spontanément, que l'élève peut donner dans son discours. Et parfois, on a des élèves qui sont peu bavards et qui savent aussi pas très bien ce qu'ils aiment, ou en tout cas qui n'arrivent pas à les déterminer eux-mêmes, pardon. Donc, vous pouvez vous appuyer sur des outils, pareil, qui sont réalisés donc sur le site de l'ONICEP. Vous avez, donc je laisserai mettre le lien sur le chat. Euh, Vous pouvez, sur le site de l'ONICEP, découvrir les métiers en fonction des goûts du jeune. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous cliquez sur ce lien et que le jeune vous dit j'aime bouger, eh bien, vous allez cliquer sur la partie, sur l'icône aime bouger et vous allez avoir tous les métiers qui ont cette caractéristique-là. Voilà, qui est déterminante dans le métier. Par exemple, donc ça, c'est pour les élèves qui savent un petit peu déjà déterminer leur goût de manière générale. Mais on a aussi donc, le cas d'un élève qui ne sait pas du tout. Dans ce cas-là, vous avez donc un second lien que j'ai mis qui se trouve sur la même page. Ça peut être un outil très, très facile aussi d'utilisation. Vous pouvez tout simplement lui demander de réaliser un quiz, donc toujours sur le site de l'ONICEP. Et à partir des questions qui sont posées, ça va donner justement, ça va donner comme résultat les métiers qui sont associés au goût de l'élève. Et donc, une fois qu'on a récupéré des informations sur ses goûts, des informations sur sa personnalité et des informations sur ses compétences, eh bien là, on est déjà beaucoup plus informé et beaucoup plus armé pour aiguiller le jeune de manière objective et ne pas finalement se cantonner à une information qui nous a donné un jour bien précis et puis du coup on lui donne plein d'informations sur cette idée-là, mais il n'a pas exploré d'autres idées ou d'autres métiers et du coup peut-être que malheureusement on coince un petit peu dans son idée de départ qui n'était peut-être pas forcément la bonne. Je vais mettre là toutes ces étapes dans le chat. J'en profite juste avant, il y a un message de Valérie qui propose aussi une autre ressource sur le CIDJ, D'accord. un rubricage par centre d'intérêt et par secteur. Puis il y a aussi Joël qui dit les compétences, elles peuvent être extrascolaires, le bricolage ou d'autres choses. Comment on peut les valoriser? Parce que ça peut entrer dans les colonnes, les matières que j'aime pas, peut-être dans un autre cadre. Euh, Alors oui, on a tout ce qui est compétences extrascolaires qu'on peut aussi évaluer. En général, de ces compétences extrascolaires, on peut sortir des goûts. Et donc, c'est plus sur la troisième dimension qu'on va pouvoir intégrer concrètement ces goûts-là. Euh,
par exemple, un jeune qui va dire que justement il aime bricoler, on va en ressortir comme compétence l'habileté, par exemple, la dextérité manuelle. Et bien, de ça, on va pouvoir aller regarder de plus près un goût. J'aime manipuler, par exemple, ou j'aime le concret. Et du coup, ces éléments-là, ça va bien s'intégrer dans les intérêts, dans la troisième phase. Alors, et du coup, peut-être aussi, est-ce qu'il y a des erreurs, par contre, qu'il faut pas faire quand on accompagne un élève, des choses, voilà, qu'il vaut mieux éviter, voilà. Oui, alors il vaut mieux éviter quand on a un jeune pour lequel on va remarquer que il est peu confiant ou qui a du mal à se valoriser ou qui a vraiment un problème au niveau de son estime. On va être vigilant aux comparaisons euh, entre les élèves. Et du coup, hein, c'est un peu logique. Si parfois spontanément on va dire oui mais regarde un tel est déjà au courant de ce qu'il veut faire, il est déjà inscrit dans telle formation et on fait parfois des comparaisons, on pense qu'elles vont pousser l'élève ou elles vont l'aider à se projeter en s'identifiant à cette personne et parfois en fait ça a complètement l'effet contraire et parfois des conséquences négatives pour des jeunes qui sont justement peu confiants. Ces comparaisons vont plus les desservir en fait, enfin desservir leur réflexion sur l'orientation. Ça risque au contraire leur donner encore plus de doutes et les stresser davantage. Donc je dirais que les comparaisons, elles ne sont pas forcément souvent les bienvenues entre élèves. À part cette erreur-là, je pense qu'il n'y a pas de grosses de D'accord. grosses erreurs dans l'accompagnement qu'on pourrait faire un peu comme ça spontanément. D'accord. Donc éviter les comparaisons. Et du coup, par contre, en revanche, est-ce qu'on peut utiliser notre propre expérience? Et si oui, comment pouvoir utiliser sa propre expérience pour aider justement les jeunes à faire leur choix, voilà. Alors oui, bien sûr, hein, on peut, et c'est tout à fait recommandé, de partager des informations sur le parcours, sur l'expérience professionnelle, sur voilà, tous les doutes, toutes les réflexions qu'on a eues au cours du parcours pour que le jeune puisse s'identifier, remarquer que ça a été difficile ou facile, etc. Donc c'est important de partager justement tous ces éléments-là. Alors la seule chose peut-être sur laquelle il faut porter une attention, c'est d'établir la juste distance. C'est-à-dire que si on a mal vécu voilà, la scolarité, par exemple, ça ne nous a pas plu, la formation, elle était stressante ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un ressenti personnel. Lorsque on va le partager, on va veiller à relativiser un peu notre discours quand ce sont des éléments négatifs, justement, pour pas freiner le jeune si il voulait aller dans telle formation, par exemple. Ou à l'inverse, si vous êtes extrêmement enthousiaste, alors vous, c'est génial, vous avez eu le déclic, vous avez réussi, les missions sont superbes. Donc voilà, vous êtes très très entraîné dans le discours et vous transmettez cet enthousiasme. Là, c'est pareil, on peut à l'inverse créer des attentes qui sont peut-être pas qui sont un peu trop fortes en fait par rapport au jeune parce que le jeune n'a pas votre personnalité, le jeune n'a pas vos compétences, etc. Même si on peut avoir des points communs, on est tous différents au niveau de nos caractéristiques. Donc là, de la même manière, peut-être que le conseil à donner, c'est de partager au maximum les informations sur votre parcours et parfois veiller à relativiser l'information, qu'elle soit positive ou négative,
en rappelant que ce sont des ressentis, en rappelant que pour d'autres personnes, ça s'est passé autrement. Par exemple, voilà, ça s'est mal passé pour vous dans cette formation-là, mais il y avait des gens à qui ça correspondait bien. Ou bien les métiers, ce que je fais, c'est génial, mais il y en a pour qui bon, bah, ça reste un travail et voilà. Euh, voilà, c'est toujours de bien mesurer un peu le discours parce que le jeune va parfois s'identifier à la personne qui l'accompagne et du coup, plus on est modéré, enfin on donne de l'information, mais on la modère au maximum pour qu'elle elle n'induise pas soit un frein, soit des attentes qui sont trop fortes par rapport à la réalité. Très bien, ouais, si je comprends bien, c'est vraiment partager son expérience, mais en insistant bien sur le fait que c'est un vécu individuel et ne C'est pas le ça. mettre en exemple absolu, parce que justement, c'est pas le cas. Je, peut-être je rebondis un peu sur le chat qui dit effectivement peut-être, et vous en tant que psy-EN, vous pouvez peut-être en parler, que c'est vrai que les élèves n'ont pas forcément vu beaucoup de psy-EN dans leur scolarité, notamment bah, parce que je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il y a énormément d'élèves pour un seul psy-EN, et donc c'est très compliqué. Comment vous voyez peut-être ça, enfin voilà, par rapport à votre propre expérience du coup, et comment, voilà, si un élève a dit qu'il n'a pas vu de psychologue, est-ce que c'est, voilà, comment vous voyez les choses à votre niveau? Alors oui, c'est sûr et c'est certain qu'effectivement, il y a une grande partie des élèves qui vont pas aller consulter la psychologue éducation nationale parce que bah, ils se posent pas encore trop la question ou parce que concrètement, il y a pas de place aussi, c'est possible. Au moment où en tout cas la personne veut demander, peut-être que le cahier de rendez-vous est plein. Euh, mais donc, il faut peut-être aussi ne pas oublier que si c'est lié plus à justement de la gestion d'emploi du temps, il ne faut pas oublier de renvoyer aussi le jeune vers le CIO parce que finalement, on a plus de possibilités de rendez-vous dans les centres d'information et d'orientation si jamais le lycée, voilà, le jeune, et ça arrive, le jeune va venir, je ne sais pas, au mois de décembre et on va lui dire le mois de janvier est plein, ton rendez-vous aura lieu en février. Or, il est dans cette réflexion à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on peut l'inviter à faire, c'est de se rapprocher du CIO parce qu'il y a souvent, même tout le temps en fait, des plages horaires, des permanences sans rendez-vous. Donc, bon, ça va demander un petit peu de patience aux jeunes, c'est-à-dire que ça peut lui demander de bloquer une matinée. C'est ouvert aussi les samedis matins pour beaucoup de CIO. Donc, ils peuvent se faire accompagner par leurs parents, notamment. Donc, faut pas oublier que si c'est lié vraiment à un problème d'emploi du temps, il y a une solution, c'est le centre d'information et d'orientation où ils consultent de la même manière un psychologue éducation nationale euh, sur leur questionnement. Ensuite, est-ce que c'est problématique de ne pas avoir vu un psychologue de l'éducation nationale? C'est ça la question? Ouais, enfin ça c'est moi qui rebondissais, mais peut-être pas. Enfin voilà, Bah, c'est pas problématique en soi. C'est-à-dire que on peut entamer une réflexion sur l'orientation sans avoir jamais vu une conseillère ou n'avoir jamais eu besoin d'aller voir un professionnel parce que justement on a développé ces capacités à chercher, on a développé cette curiosité, on partage, on a des référents autour de nous. C'est pas en soi problématique. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir un discours professionnel pour avoir bah, des données parfois beaucoup plus objectives, des informations sur les débouchés actuels, ou des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus précises sur lesquelles s'appuyer. Euh,
Mais en soi, c'est pas dramatique de ne pas avoir consulté une conseillère au cours de son parcours de formation. D'accord. Du coup, je continue sur les questions sur le chat, peut-être pour en prendre encore une ou deux, et puis après, on vous donnera quelques outils, parce que l'heure avance. Euh, il y a une question que quelqu'un qui a rejoint en cours, qui dit à partir de quelle classe c'est pertinent d'évoquer l'orientation? C'est principalement quand même, comme je répète ce que vous disiez tout à l'heure, hein, à partir du collège, et notamment quatrième, troisième, parce que c'est vraiment là que le choix se fait. Euh, Mm. il y a juste peut-être. Ah oui, alors la question des CIO quand même. Euh, Est-ce qu'il y a eu des adaptations, là, en tout cas actuellement, liées quand même à la période particulière d'état d'urgence sanitaire? Que vous avez eu vent de choses qui se sont faites à distance ou justement actuellement peut-être pour pouvoir se renseigner? Est-ce que c'est encore possible ou c'est plus compliqué ou... Alors, bah moi, je peux. Donc là, j'étais en lien avec. Enfin, j'étais moi le plus du CIO de l'Académie de Lille. Et là, ils ont réouvert depuis le 11 mai. Donc, il me semble que en fonction des territoires, à partir du déconfinement, il y a eu réouverture des CIO, donc avec les mesures de distanciation sociale, port du masque, etc. Mais en tout cas, il est possible d'aller au CIO, de prendre rendez-vous, ça depuis le 11 mai. Et je pense que ça doit être un petit peu généralisé sur tout le territoire, puisque là, on est sur une zone rouge, les Hauts-de-France. Donc, j'imagine que sur le reste, si ça réouvert ici, il y a de grandes chances que ça ait rouvert un peu partout. Et pendant la période de confinement, je sais que les anciens collègues, du coup, du CIO, faisaient les choses à distance. Donc je pense qu'ils réalisaient leurs entretiens avec les élèves des lycées, des collèges sur lesquels ils étaient en lien, tout ça à distance. D'accord, donc du coup, en tout cas, on peut conseiller aujourd'hui à un élève d'aller dans un CIO. En tout cas, celui-ci est ouvert en zone rouge, donc il y a quand même des chances pour que beaucoup Il y a soient. des chances que ce soit là, ouais, sur la Euh, majorité du il y a deux questions là, peut-être complémentaires, que je cite, et j'en rajouterai d'ailleurs peut-être une troisième. Donc, les rôles du professeur dans l'orientation, le rôle du mentor, peut-être c'est l'occasion peut-être voilà, peut-être de synthétiser, de reformuler, et peut-être, moi, je rajouterais une troisième question sur est-ce que la famille, c'est pertinent? Enfin, en tout cas, le rôle de la famille dans l'orientation. Voilà. Donc, professeur, mentor, et puis famille, et puis aussi le mentor dans ce système-là, en fait, entre l'élève, les professeurs, les familles. Voilà. Mm. Euh, alors, le rôle du professeur, alors tout dépend aussi de la classe, hein, parce que on va remarquer que le rôle du professeur est de plus en plus important au moment du lycée. Au collège, ça va être aussi le professeur principal, mais on va avoir comment dire, beaucoup de prise en charge par les psychologues d'éducation nationale au niveau des collèges. Le travail se fait vraiment en équipe. Et avec la réforme du bac et pour l'année de terminale notamment, ils ont pour chaque classe de terminale deux professeurs principaux qui sont assignés et qui sont en charge de l'orientation des élèves. Donc, leur rôle est plus important, en tout cas en classe de terminale pour les professeurs principaux. Ils ont cette charge-là également, donc d'accompagner le jeune, de lui accorder un entretien, de vérifier qu'il a bien fait ses vœux sur Parcoursup, de rappeler si c'est pas le cas, etc. Donc vraiment un accompagnement euh, personnalisé. Donc le rôle du professeur principal, il va se trouver à ce niveau-là. Donc ça va être vraiment aussi les dispositifs, en fait, vérifier au niveau de l'affectation, au niveau de Parcoursup. Donc on est vraiment plus sur de l'encadrement.
Le rôle de la famille, du coup, le rôle de la famille, euh, bah, alors il est important parce que le jeune, ça va être son premier lieu de socialisation, donc il va y avoir des modèles parfois, des modèles liés à la famille, euh, des, tout ça, ça va aussi jouer sur ses réflexions. Et par contre, ça va dépendre d'une famille à une autre, mais le poids de la famille est, on remarque, très important dans les choix d'orientation. Euh, et c'est pour ça que l'éducation nationale essaye de travailler en co-construction avec les familles sur ces accompagnements-là. Parce que parfois on a des freins qui sont liés à la perception de la famille sur une formation ou sur une poursuite d'études. Et en fait, en renseignant, on se rend compte que c'est juste les parents qui ne savaient pas ce que c'était, et du coup, on peut lever ce frein-là. Et puis en tant que mentor, alors en tant que mentor, je pense que c'est un rôle qui est assez intéressant parce que justement, il, euh, il est suffisamment proche et suffisamment pas proche pour permettre justement d'accompagner de manière efficace le jeune en fait. Parce que la famille, le discours de la famille parfois est pris par le jeune comme une information trop subjective. Donc soit va se montrer en opposition totale avec ce que la famille propose, va souvent aussi se dire que ben, les parents, ils fonctionnaient dans un système dans lequel on est plus aujourd'hui. Donc, on va parfois beaucoup relativiser les discours. Et par contre, le professeur principal, ça va être l'information du coup académique, rigide, avec des informations précises, techniques. Et le mentor va se trouver finalement entre ces deux interlocuteurs et il pourra amener aussi bien des éléments techniques, alors en s'appuyant sur des outils, en allant faire justement quelques recherches pour accompagner le jeune, un peu comme ce qu'on est en train d'évoquer pendant cette séance. Mais il va aussi avoir un discours plus proche comparé au milieu académique. Donc, du coup, son influence, elle peut être aussi très bénéfique et très efficace comparé donc à d'un côté quelque chose de très rigide, de l'autre quelque chose de beaucoup plus émotionnel lié à voilà, aux appartenances familiales. Souvent, il y a des comparaisons, il y a des choses comme ça qui peuvent freiner le jeune. Donc du coup, ce rôle de mentor peut être déterminant en fait sur des choix d'orientation. Donc il faut vraiment veiller à bien travailler si on souhaite accompagner un jeune dans cette question de l'orientation, à bien s'informer en amont et puis surtout si on a quelques doutes que ce soit, renvoyer par contre vers un professionnel, renvoyer vers les CDO, etc. Et du coup, effectivement, oui, Fiona ajoute que le mentor peut aussi bah oui, partager, témoigner sur son parcours et effectivement, souvent, peut-être, ça, je partage une expérience, parce qu'on organise souvent des témoignages, nous, de mentors dans notre association et souvent, ce qui est intéressant quand des gens avec une certaine expérience témoignent, on se rend compte que 90% des gens ont des parcours non linéaires. Euh, et ça, c'est très intéressant pour dédramatiser le rapport à l'orientation. C'est-à-dire que les élèves comprennent qu'en quatrième, en troisième et en terminale également, leur vie, elle ne s'arrête pas. Ce n'est pas leur choix définitif et que la vie continue et que, enfin, nous tous, à partir voilà, de quelques années d'expérience professionnelle, on se rend bien compte que, il y a toujours des portes ouvertes, il y a toujours des moyens. Et ça, c'est bien quand même, effectivement, de pouvoir insister là-dessus. C'est de pouvoir insister là-dessus euh, pour dédramatiser. Il y avait une toute petite question. Alors, il y a peut-être qui assure il y a deux questions sur les 54 heures de réforme liées à la réforme de l'orientation et notamment qui les assure.
Ça, on peut le dire en deux mots, c'est les professeurs principaux et, euh, et peut-être aussi l'activité que vous avez proposée là, en trois étapes. Il y a quelqu'un qui demandait en combien de temps le faire. Euh, euh, Combien de temps ça prend finalement? Comment programmer un peu ce type, les trois étapes pour découvrir sa personnalité et différents métiers qu'on a. Alors, il vaut mieux se passer sur plusieurs semaines. Mhm. Euh, Par exemple, les petits exercices, les espacer de quelques jours pour qu'ils aillent recueillir l'information auprès de leur famille, revenir avec. On peut imaginer, après ça dépend du jeune, de sa façon d'être aussi, de comment il arrive à se mobiliser, mais on peut imaginer de faire une étape pendant chaque semaine en fait. Donc ça pourrait s'étendre sur 3 semaines par exemple. Pour laisser un petit peu de temps tout de même de recul. Enfin, pas faire chaque jour une étape parce que justement, ça risque d'être un petit peu trop stressant pour le jeune. Il faut qu'il y ait toujours un peu de... Enfin, quand on a le luxe, bien sûr, hein, ça dépend de l'âge de l'enfant et de si c'est pressant de travailler sur cette question-là. Mais si il n'y a pas de date qui arrive prochainement, c'est bien de l'espacer par une semaine, ça me semble bien. Comme ça, ils peuvent aussi revenir sur leur ressenti par rapport à la semaine d'avant. Et ça peut être une base aussi, toujours de bien recueillir les ressentis sur les petits exercices, qu'est-ce que ça leur a créé comme émotion, et ça nous donne aussi des informations. D'accord, d'accord. Bah, du coup, ouais, effectivement, Une espace fois par semaine, ça semble bien. les. Comment? Une fois par semaine, mais ça dépend des jeunes. On l'adapte un peu comme on le souhaite. En tout cas, laisser maturer un peu le processus à chaque fois, parce que c'est c'est quelque chose qui prend le professeur principal en lien avec le lycée, le PsyON, et c'est tout un tas d'activités, notamment de visites dans des établissements supérieurs, etc. Sachant que c'est quand même le début de la réforme, et donc c'est quand même des choses, il y a aussi le PsyON qui est censé coordonner. Et c'est quand même le début de la réforme, donc c'est des choses quand même qui se mettent petit à petit en place. Voilà, cette question de l'orientation se met progressivement en place et évidemment ça prend un peu de temps. Euh, Avant de poursuivre, peut-être on a bien compris qu'un gros rôle du mentor, c'était outre son expérience, outre les outils, c'était partager, apprendre à chercher de l'information. Et du coup, avant de finir, je voudrais vous partager quelques liens à vous présenter euh, qui vous permettront d'avoir des ressources, pour justement partager avec les jeunes que vous accompagnez. Il y a notamment par l'association Institut Télémac, ils ont fait Mon avenir en grand. Donc il y a tout un tas c'est pas seulement des ressources sur l'orientation. Euh, il y a sur la question de la citoyenneté, la culture, les performances scolaires, la méthodologie, et également des questions sur le développement personnel, éventuellement des parcours inspirants. C'est beaucoup de vidéos, c'est très ludique. Je vous mets les liens vers la page et vers la chaîne YouTube. C'est quelque chose que vous pouvez partager. Pour peut-être aussi, j'ajoute, alors pour ceux qui aident des pour ceux qui aident des jeunes au lycée, vous pouvez les emmener sur la plateforme. Je vais vous mettre le lien là. Inspire, Inspire Orientation pour chatter avec les étudiants sur leur parcours d'études. Et également, ils peuvent répondre à un algorithme qui leur propose des pistes d'études en fonction des informations sur leurs notes qu'ils ont mis. C'est l'article 1 qui fait ça. Et pour une idée d'activité intéressante sur cette plateforme, ça permet de faire une sorte d'enquête
enquête sur les études supérieures, justement pour essayer d'orienter les questions qui peuvent être posées aux étudiants. Il y a quand même 12 000 étudiants sur la plateforme, donc, et il y a beaucoup de pistes d'études où il y a des étudiants dessus. Donc, il y a vraiment ouais, on peut faire une enquête sur une piste d'études qui nous intéresse et des questions, c'est aussi bien les questions des études, mais aussi la vie quotidienne. Est-ce qu'on a le temps de travailler? Euh, il y a aussi tout un tas de filtres pour sélectionner les bons étudiants, peut-être aux questions qui se posent. Donc, je vous le mets là. Et puis, il y a une troisième page de ressources qui est intéressante. C'est par la FEV qui a fait une page de ressources sur dans son orientation. Et il y a des renvois vers d'autres sites. Euh, et puis, des vidéos. Donc, je vous le mets aussi. Euh, voilà, il est 24. Je vous mets toutes les informations. Merci d'avoir assisté à ce webinaire en espérant qu'on vous a donné un peu des outils d'une part, parce que c'est vraiment important, je pense, sur cette question de l'orientation, peut-être aussi des éclairages. Merci beaucoup, Swad. C'était très, très riche et très intéressant, à la fois au niveau théorique et à la fois au niveau pratique, du coup. Euh, Merci. Merci pour l'invitation. C'était un ben, plaisir. merci. Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera sur le lien avec les familles. Il y aura toutes les informations dans la newsletter. Euh, voilà, tout un tas d'informations dans la newsletter qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas, Fiona, si tu veux ajouter quelque chose. Mais Non, voilà, merci à vous tous. On vous encourage à continuer à participer à ces webinaires, même si je sais que parmi vous, vous n'avez peut-être pas encore mis en lien avec un enfant. Pensez que voilà, nous on fait tout le possible pour relancer les structures et les accompagner au mieux, puisque c'est les structures partenaires qui elles identifient les enfants. Donc voilà, on essaye de faire au mieux avec toutes les demandes qu'on reçoit. Toutes les semaines, vous recevrez une newsletter qui, comme disait Romane, vous annonce le prochain webinaire et quelques informations complémentaires. Voilà, après, quoi vous dire d'autre? Merci à vous tous pour votre engagement. Et on vous attend la semaine prochaine pour parler plus en détail sur la famille avec du coup la directrice de la FNEP. J'attends encore sa confirmation, mais si tout va bien, ce sera elle. Merci à vous. Au revoir. merci, au revoir. Merci, au revoir.